Voilà, mesdames et messieurs, lorsqu'on m'a demandé de faire cette présentation, c'est un exercice auquel je me plie volontiers parce que l'eau potable est un domaine qui me tient à cœur. L'eau, pour moi, a toujours été j'ai une relation un peu particulière, de manière personnelle, avec l'eau potable, mais aussi l'eau en général, parce que il est vrai que quand on a 30 ans de contrôle des denrées alimentaires, d'objets usuels et d'eau potable, d'expérience, il est clair qu'il y a des domaines qui nous sied plus, et pour moi, c'est l'eau potable qui m'a toujours passionné, parce que c'est un domaine extrêmement technique, mais aussi extrêmement créatif, je dirais. Particulièrement, j'ai passé 16 ans au canton du Jura, et puis en tant que chimiste cantonal, et puis l'eau potable dans ces régions karstiques est une eau qui lance pas mal de défis. Pas mal de défis en termes de collecte, en termes de traitement, en termes de distribution. Mais ma fonction de sapeur-pompier pendant 32 ans m'a évidemment appris aussi que l'eau peut être un ami ou enfin un ennemi. Lors d'inondations, eh bien, on a une autre relation avec l'eau, il est clair. Et puis, suite à cela, une fois ma retraite annoncée au sapeur-pompier, je me suis demandé ce que je pouvais faire de mon temps libre, de mon temps de loisir, et puis il est vrai que je me suis mis à disposition du cours suisse d'aide humanitaire. Ici, c'est un engagement aux Philippines, suite à l'ouragan Haiyan, où j'ai justement une spécialisation dans l'eau potable et où on aide la population locale à retrouver de l'eau potable dans les meilleurs délais. Mais également dans mes loisirs, puisque je suis plongeur depuis bien longtemps maintenant, et puis instructeur de plongée. Donc pour moi, l'eau a toujours été quelque chose de passionnant. Et lorsqu'on m'a demandé, puis qu'on m'a donné finalement un sujet assez libre comme ça, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter pour lancer le sujet? Et puis il est vrai que quelque chose qui prête toujours à discussion, c'est la comparaison eau potable et puis eau en bouteille. J'ai marqué eau minérale, mais ça peut être simplement de l'eau en bouteille. Et puis vous avez ici effectivement quelque chose qui prête souvent à discussion et puis qui donne beaucoup de controverses. Vous avez ici deux de mes filles, j'ai trois filles, une qui boit de l'eau en bouteille et l'autre qui boit de l'eau au robinet. Bon, maintenant elles sont adultes, mais à l'époque, je me souviens, elles m'avaient demandé, mais papa, c'est laquelle la meilleure eau? C'est celle qui est de la bouteille ou celle qui est du robinet? Il est vrai que cette question se pose et prête justement à controverse. Alors j'aimerais vous donner quelques considérations ici, notamment dans les domaines suivants. Donc on va parler un peu, juste à effleurer microbiologie, température, chimie, micropolluants, et puis contrôle, information, juridisme et écologie. Simplement pour vous donner quelques éléments de réflexion. On a évidemment une eau, c'est quelque chose de vivant, puis c'est quelque chose qui n'est pas simplement de l'eau distillée, bidistillée, à H2O, la formule chimique est plus terminée. Ça vit, et puis il y a des germes, il y a des produits, enfin, il y a une composition chimique aussi à l'intérieur. Et il est clair que lorsqu'on a de l'eau qu'on aimerait avoir potable, il y a passablement de germes qui peuvent nous poser certains problèmes, car ils se trouvent dans l'eau potable et puis peuvent nous occasionner des problèmes. Un vieux problème, c'était la pollution de Zermatt, il y a bien longtemps, qui nous a appris que l'eau potable pouvait également rendre malades les gens. Et puis plus récemment, on a, comme la campylobactériose à la Neuville par exemple, ou encore des
des norovirus comme on a eu au Locle qui ont pu poser certains problèmes dans l'eau potable. Mais on a évidemment d'autres choses qui peuvent se trouver dans l'eau. J'ai personnellement vécu une situation avec des loirs qui nous ont posé passablement de problèmes dans un réservoir jusqu'à ce qu'on les trouve et qui ont pollué l'eau jusqu'à la rendre impropre à la consommation. J'aimerais rappeler ici quelque chose qui semble assez évident, mais il est vrai que l'eau potable a directement au robinet pratiquement la température idéale, à condition peut-être de la faire couler quelques instants. Si vous achetez de l'eau en bouteille, elle doit être refroidie, puis ensuite, éventuellement, elle est trop froide. Parce que l'eau à 4 degrés à consommer, ce n'est pas toujours agréable. Déjà là, on se rend compte que finalement, on a à apporter une denrée alimentaire qui est prête à l'emploi et qui est distribuée largement, alors que tout le conditionnement des denrées alimentaires demande des efforts bien supplémentaires. Vous avez, lorsqu'on compare des eaux minérales, je vais un peu vite ici, lorsqu'on compare des eaux minérales ici avec des eaux, par exemple ici j'ai fait une moyenne des eaux jurassiennes, vous voyez qu'on a ou en bouteille, on a toute une variété de compositions en minéralisation ici par exemple, on pourrait prendre le calcium, le potassium, on pourrait prendre le chlorure, etc. On pourrait prendre plein d'éléments et puis constater que finalement on a une grande variété de différentes qualités en composition dans les eaux en bouteille. Et puis que notre eau finalement c'est une eau très moyenne qui pose absolument aucun problème de ce côté-là, qui est donc une eau qui est tout à fait consommable. Et même pour des polluants comme le nitrate, on voit qu'à part quelques rares exceptions, puis maintenant j'en ai quelques-unes dans le canton de Fribourg, à part quelques exceptions, on a une eau qui est tout à fait dans les normes et qui ne pose aucun problème. Il y a d'autres problèmes qui viennent se greffer là-dessus et qui sont plus modernes que simplement la composition, la microbiologie. Ce sont des problèmes dus aux engrais, dus aux composés organochlorés, dus donc à des décharges, des hydrocarbures qui peuvent nous poser des problèmes, les pesticides bien sûr qui sont il est pratiquement impossible d'échapper à quelques nouvelles non rassurantes concernant les pesticides. Encore dimanche soir, donc hier soir, il me semble que j'ai vu quelque chose sur le glyphosate, mais aussi d'autres herbicides ou pesticides, notamment ces insecticides de la famille des néonicotinoïdes. Donc, évidemment, ce n'est pas fait pour rassurer le consommateur. Les détergents, les médicaments, les substances à activité endocrine, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. T'as de l'espoir. C'est les aléas de la technique. Voilà. Merci. On parle maintenant de plus en plus encore de substances qui proviennent des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, etc. Donc tous ces
micropolluants, oups, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Tous ces micropolluants, bien sûr, on en cause beaucoup dans notre eau potable, mais si on considère que l'eau minérale est distribuée de plus en plus maintenant dans des bouteilles en plastique, eh bien, on constate ici que les résidus plastifiants et autres composants qui constituent une bouteille, par exemple, de PET, peuvent migrer dans l'eau qui est en bouteille. Et puis le professeur Remey, ici, avec lequel j'ai eu travaillé pour différentes choses, qui est une des sommités mondiales en ce qui concerne les micropolluants, notamment avec... c'est des micropolluants donc, qui touchent l'être humain de près, eh bien, avait lâché cette information une fois que celui effectivement qui boit quotidiennement de l'eau en bouteille, eh bien, il absorbe en plastifiant environ une bouteille de PET de 1,5 litre par année. Ce qui est non négligeable tout de même. Donc, évidemment, ça fait jaser, comme on dit en patois jurassien, et évidemment, ça fait des gros titres. Dans le canton du Jura, on peut se permettre ce genre de choses. Dans le canton du Valais, je suis moins sûr, avec les entreprises minéralières, donc c'est plus délicat. C'est un sujet beaucoup plus délicat. Des études ont été faites au niveau de l'Office fédéral de la santé publique qui avait publié des résultats ici montrant qu'effectivement il y a quand même des substances, on retrouve des substances dues à ces plastifiants qui migrent dans l'eau. Au niveau du contrôle et de l'information, l'eau potable impose un autocontrôle de la part du distributeur d'eau potable. Il y a des exigences qui sont énormes, elles sont aussi grandes que pour l'eau minérale. Donc on a au niveau qualité, pas de différence de ce côté-là. Et puis pour l'information également, tous les consommateurs doivent être informés de la qualité de leur eau potable au minimum une fois par année. Et puis sur l'eau minérale, vous le trouvez sur l'étiquette. Mais si vous vérifiez sur l'étiquette, c'est des analyses qui datent de 10 ou 15 ans en arrière parfois. L'eau minérale vient de l'industrie privée. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis l'industrie privée a comme but premier, évidemment, la rentabilité et le gain. L'eau potable est en main publique, et ça c'est très important. Il y a d'ailleurs un documentaire à ce sujet qui est extrêmement intéressant si vous avez l'occasion de le voir. Je crois que vous pouvez même le télécharger sur YouTube, et qui montre toutes les difficultés des pays qui ont privatisé l'eau potable et qui sont en train de revenir maintenant à un système d'eau potable en main publique. Écologiquement, pour la fabrication d'un litre d'eau potable, il faut 0,3 millilitres de pétrole. Pour la fabrication et le transport d'un litre d'eau minérale, il faut 1,5 à 3 décilitres de pétrole, ce qui représente donc 1000 fois plus de CO2 dégagé. Déjà là, c'est des choses qui devraient nous faire réfléchir. Il y a aussi 60% de l'eau minérale qui est consommée dans le ménage ou sur la place de travail. Et puis à ces endroits, on trouve au minimum 2 robinets d'eau fraîche. C'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. On achète en Suisse 90 millions de bouteilles d'eau minérale par an, dont 900 millions, dont 300 millions de bouteilles proviennent de l'étranger. Ça aussi, ça doit nous faire réfléchir. Donc ça veut dire qu'on a ici un facteur de transport extrêmement important, alors qu'il existe au minimum 27 marques suisses différentes. De plus en plus d'organisations maintenant se mettent à reboire de l'eau en bouteille. Notamment ici, vous avez dans certains hôpitaux maintenant, dans différents cantons, vraiment des lancements d'initiatives où on revient à de l'eau potable. Le tout, c'est de la vendre. Mais de la vendre, pas la vendre en parlant d'argent, mais de la vendre
la faire vraiment consommer, c'est-à-dire attirer le client. Et vous voyez ici, très important, par exemple, par un design. Oups. Vous voyez, c'est reparti. J'ai dû presser sur le bouton. Ah, il y a un bouton en dessous là que je n'ai pas vu. Effectivement. Voilà, donc le tout est effectivement de vendre le produit et des bouteilles comme ça avec un design un peu particulier font effectivement attirer l'envie d'acheter ou de consommer de l'eau potable. Voilà, alors concernant la réponse boire de l'eau potable ou de l'eau minérale, je crois que vous faites votre choix, mais pour moi la conclusion c'est que c'est une question d'éducation et d'information. L'éducation d'abord parce qu'il est vrai qu'il faut montrer que l'eau n'est pas simplement un produit comme ça qui vient et puis qui est évident, mais qu'il y a quelque chose derrière, puis qu'il y a quelque chose en amont, puis il y a quelque chose en aval. Je crois que M. Ackermann l'a montré très explicitement sur ces schémas. Et puis, d'autre part, c'est une question d'information. Je pense que les personnes doivent se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière cela. J'aimerais juste lancer quelques points de réflexion avant de terminer, parce qu'il est vrai qu'il y a des choses que nous avons en Suisse qui nous gâtent quelque part, puis on a aussi une certaine quantité de défis en Suisse qui nous attendent. Les plus, c'est certainement ce qu'on voit nous au niveau de l'eau potable, c'est ces fusions de communes. C'est-à-dire on a de plus en plus des distributeurs qui se mettent ensemble. On a aussi, du fait que tout d'un coup, il y a une distribution plus grande, il y a une professionnalisation des services des eaux. Ça, c'est un gros avantage aussi, parce qu'on voit tout d'un coup des professionnels à l'œuvre, et plus le fontainier qui est en même temps le débroussailleur du cimetière, et puis encore celui qui encaisse les entrées à la piscine. On a des installations plus performantes. Il est vrai que les installations, que ce soit des réservoirs, que ce soit des installations de traitement, sont de plus en plus performantes, hautement automatisées, avec des systèmes d'alarme, etc., etc. On a de plus en plus maintenant des digitalisations de plans, des inventaires qui nous permettent d'avoir une bonne vue d'ensemble de toute la distribution d'eau. Et puis on a des interconnexions de réseau, c'est-à-dire que lorsqu'on a des problèmes, que ce soit de pollution ou que ce soit simplement de quantité d'eau, eh bien les interconnexions permettent de résoudre les problèmes. Les défis qui nous attendent, ce sont évidemment les changements climatiques. Les changements climatiques qui ont déjà montré que certaines distributions tirent la langue en été dans certaines situations. Des zones de protection non légalisées. J'ai lu le rapport de la séance de la commission principale de la CCGE qui m'a quand même fait un petit peu réfléchir. À l'heure actuelle, en Suisse, on a encore plus de 30%, en fait, on parle d'environ 34% de zones de protection qui sont non légalisées. Alors que l'obligation de légaliser des zones date, tenez-vous bien, de 1972. Et là, il y a encore un immense travail à faire. Et on s'est fait dépasser clairement par les constructions qui, comme le disait M. Ackermann, qui tout d'un coup font d'une zone de protection une zone habitable. On a des défis parce qu'il y a plusieurs partenaires ou disons plusieurs acteurs qui se chevauchent, ou disons qui posent problème, notamment l'agriculture, l'urbanisation et la protection des eaux. Donc ces trois facteurs ici parfois se contredisent ou disons interagissent l'un avec l'autre et ça pose certains problèmes. Donc c'est des défis à solutionner. Il y a des installations centenaires, il y a des fuites de réseau,
Et puis, il y a une diminution de la consommation. Alors ça, on peut penser que c'est super bien, la diminution de consommation. Le seul problème, c'est que nos installations, elles fonctionnent grâce à l'argent qui arrive de la consommation d'eau, et puis si la consommation diminue, ben, il rentre moins d'argent. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui pose problème, et c'est peut-être le moment de se poser la question si le prix du mètre cube que l'on paye n'est pas parfois sous-estimé dans certaines communes. Et puis, il y a des communes qui n'ont pas de réserve financière, alors que, typiquement, il est écrit dans la loi que le service des eaux doit être autofinancé. On remarque là qu'il y a eu des vases communicants, et puis des communes qui se retrouvent, des distributeurs qui se retrouvent à faire des emprunts parce qu'ils n'arrivent pas à payer ce qu'ils devraient payer. Donc ça, c'est les défis qui nous attendent. Voilà, et puis je pense qu'on aura bien l'occasion de débattre tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention.